Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, société civile, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jaina Louisa, bienvenue sur Planète Mongabay. Saviez-vous que le bassin du Congo est le plus grand puits de carbone au monde devant l'Amazonie? Surnommé le poumon de l'Afrique, il est aussi celui de la planète. Partout, les forêts africaines régulent le climat, mais elles sont menacées par la déforestation. Alors, des sportifs leur prêtent désormais leur voix pour se défendre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre, aujourd'hui, on retrouve Naomi Akakpo, athlète franco-togolaise et championne de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Autrement dit, ambassadrice désignée par l'ONU pour sensibiliser et mobiliser autour de cette cause. Alors que les forêts africaines sont menacées par l'exploitation agricole, la coupe de bois, le braconnage et les activités minières, la sportive tente de mettre en lumière l'importance de protéger ces écosystèmes vitaux. Bonjour Naomi Akakpo. Bonjour. Vous êtes athlète internationale, spécialiste du 100 mètres haies. Vous avez porté les couleurs du Togo dans plusieurs compétitions mondiales, notamment au championnat du monde d'athlétisme en 2022-2023 et plus récemment aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 où vous étiez porte-drapeau du Togo. Qu'est-ce que cela représente pour vous de porter à la fois l'étendard du sport et celui de la protection de l'environnement ? Alors pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important en tant que sportif. On a vraiment une responsabilité parce qu'on est les premiers à jouer sur l'environnement, pas forcément de la bonne manière, notamment dû à nos voyages, aux infrastructures, à tout ce qui est mis en place. On a également énormément de visibilité, que ce soit pendant les compétitions internationales ou à travers nos réseaux sociaux ou autres. On est suivi, on est écouté, on est entendu. C'est vraiment important pour moi que ma voix puisse servir à quelque chose et pas uniquement à motiver dans le sport, mais aussi pour pouvoir motiver sur tout ce qui est la protection des terres et la sécurité alimentaire, parce que sans des terres saines, on ne peut pas être en bonne santé non plus. Tout ça va ensemble. Qu'est-ce qui a éveillé cette conscience écologique en vous ? Alors, il faut savoir que de profession, je suis diététicienne nutritionniste. Du coup, la santé, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et lors de mes études, je me suis rendu compte à quel point les terres, les récoltes, l'agriculture, c'est vraiment ce qui jouait un point crucial dans notre alimentation du quotidien, donc notre santé. C'est vraiment la base de tout. C'est comme ça que j'ai été un petit peu sensibilisée au fait que c'est important d'avoir de bonnes choses dans notre assiette. Et pour avoir de bonnes choses dans notre assiette, il faut que le monde autour tourne bien et que tout aille bien au niveau des terres, des récoltes. Vous avez lancé en juin dernier le projet de la forêt Naomi Akakpo au Togo avec l'objectif de planter plus de 8000 arbres d'ici 2028. Racontez-nous la jeunesse de ce projet et de ce qu'il représente pour vous. Le but actuellement, c'est de planter 2028 arbres minimum par année jusqu'à 2028 pour faire connotation aux prochains Jeux qui seront en 2028 à Los Angeles et qui est un objectif très important pour moi du côté sportif. Donc, c'était important de pouvoir rattacher le côté alimentation, sport et environnement. C'est toujours avec ces trois cercles que je jongle. Ce projet a été c'était pour faire de l'éducation auprès des enfants, puis faire de la sensibilisation au sport. Et à la fin, on a planté les arbres pour pouvoir lutter contre la déforestation. Mais avant ça, on a quand même essayé de les sensibiliser, de leur donner goût au sport, de motiver aussi les jeunes filles et jeunes femmes qui étaient présentes pour qu'elles puissent se mettre à une activité physique et ne pas forcément se fermer les portes. Donc c'est vrai que ce projet, pour moi, il était extrêmement important parce qu'il était très concret. Pourquoi avoir choisi les arbres comme axe principal de votre engagement dans votre pays ? Les arbres, parce que pour moi, c'est important le relationnel avec la terre. On marche sur terre, on court sur terre, on est toujours pieds nus. La terre, ça me fait penser aux racines, à être ancré. Et c'est quelque chose qui résonne vraiment beaucoup en moi. Donc, pour moi, tout vient de la terre. Ça a été comme une évidence, très honnêtement. Je me suis jamais réellement posé la question parce que ça s'est fait naturellement. Certains disent que planter des arbres n'est pas suffisant face à l'ampleur de la crise climatique. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique ? Alors, je pense que c'est une réalité.
planter des arbres, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que dans toutes les actions que je mène, c'est important qu'il y ait une partie éducation, qu'il y ait une partie prévention, où le but, c'est vraiment de sensibiliser le maximum de la population à l'importance des bons gestes, des bonnes habitudes à prendre, pour que dans le futur, toutes les erreurs qui ont pu être faites depuis toutes ces années soient limitées, mais en tout cas de faire en sorte que tout le monde puisse avoir les bons gestes, les bonnes habitudes, pour que progressivement le monde aille mieux, et que à ce moment-là, planter des arbres liés aux bonnes manières et aux bons gestes puissent suffire pour pouvoir retrouver un bon équilibre. En tant que sportif de haut niveau, pensez-vous que les athlètes ont une responsabilité particulière pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, au-delà du rôle des gouvernements ou des ONG? Alors totalement. En dehors d'être sportive ou sportif, juste d'être une personnalité publique, d'avoir du monde qui nous écoute, d'avoir une communauté. C'est le cas de beaucoup de sportifs, mais pas que. Je pense que c'est un canal qu'on devrait tous utiliser à bon escient, donc pour pouvoir sensibiliser sur des causes qui nous tiennent à cœur, que ce soit l'environnement ou autre. Il y en a qui le font également avec tout ce qui est violence sexuelle ou ce genre de choses. On nous écoute. On nous prend au sérieux plus que quand les gouvernements parlent ou les ONG. C'est un peu redondant depuis toutes ces années, c'est toujours la même chose qu'on entend. Et il y a des personnes qui n'écoutent tout simplement pas. Alors que quand c'est des personnes avec qui ils vont se sentir peut-être plus proches, ils vont peut-être avoir le même mode de vie qu'eux, ou se rendre compte que c'est réel, que c'est important, et de l'entendre par d'autres canaux, je pense que ça peut vraiment faire en sorte que les gens se réveillent et puissent prendre conscience réellement de ce qui est impliqué. Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, on part en direction de la biosphère de Dimonika, en République du Congo. Ici, depuis fin 2023, 5 hectares de forêts protégées ont été détruits par l'exploitation de l'or menée par des sociétés privées étrangères. Aujourd'hui, cette réserve naturelle est gravement menacée et des habitants obligés de quitter les lieux. Ruée vers l'or, un poison pour la biosphère de Dimonika en République du Congo, c'est un reportage de Berdi Pambou, Lucas Collin et Juliette Chapalin. Au cœur de la réserve de la biosphère de Dimonika, des trous béants. Le résultat de l'extraction de l'or. Regardez vous-même cette grande étendue. Je vous rappelle que nous sommes dans une réserve de l'État. Regardez, il n'y a plus de forêt. Située en République du Congo, à 50 km de la côte atlantique, la réserve de biosphère de Dimonika couvre 136 000 hectares de forêt. Reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988, cette zone protégée sert de laboratoire vivant pour la conservation de la biodiversité, la recherche scientifique et la gestion durable des ressources naturelles. Mais depuis l'arrivée de la société chinoise City SARL fin 2023, cette zone protégée pourrait bien être en danger. Selon les médias locaux, les tractopelles auraient déjà détruit 5 hectares de forêt, soit l'équivalent de 7 terrains de football. Certains orpailleurs locaux ont reçu une compensation financière de la part de la société pour quitter les lieux. L'homme qui nous parle l'a refusé. Il était venu avec une politique de donner aux gens une petite somme de 200 000 pour libérer les endroits, pour qu'eux ils viennent travailler. Alors ici, si on pouvait rester là, on pouvait travailler même pendant des décennies. Sans terre, cette communauté locale d'environ 3000 personnes est aussi privée d'eau potable. La rivière Yanika, qui traversait cette zone, est aujourd'hui presque tarie, comme en témoigne Merveille Bouanga, orpailleur local. On avait des sources d'eau, de très bonnes sources d'eau. Aujourd'hui, elle est toute jaune. Tu as même peur de te laver les mains dedans. Fin 2024, face à l'inquiétude des populations locales, l'ONG Congo Nature Conservation a réalisé des prélèvements d'eau. Après analyse, ces échantillons révèlent une teneur en mercure anormalement élevée. Donc la normale, c'est le 0,0005 mg par litre. Or, nous sommes à 0,007 mg par litre. Et donc, c'est largement supérieur à la quantité autorisée dans les eaux douces. C'est en effet plus de 140 fois plus que la norme. Le mercure va se reposer au niveau des poumons, au niveau du foie, et en ce moment, ça peut provoquer des dégâts au niveau des personnes qui consomment ces eaux. Donc, il est temps de signaler et arrêter l'exploitation anarchique de l'or dans cette réserve de Dimonika. À Brazzaville, nos équipes ont rencontré Odin Malonga, l'un des responsables de la société chinoise incriminée, qui se défend d'être à l'origine des dégâts. Les dégâts étaient déjà visibles avant que nous n'arrivions.
C'est comme un locataire qui arrive et s'il n'y a pas eu un état des lieux avant que le locataire n'occupe la maison, certes, si l'état des lieux se fait après que le locataire soit déjà logé, on se retrouve à porter tout ce qu'il y a eu avant nous. Les locataires que mentionne la société seraient les habitants du district de Fouti, qui recherchent le précieux métal depuis des décennies avec l'autorisation de la sous-préfecture. Certains ont refusé de quitter les lieux face à l'entreprise minière. Ils retournent la terre avec des outils plus rudimentaires, comme nous le confie Prudal Makassis, un orpailleur local. Ce que nous travaillons en une année, les engins des Chinois le font en une semaine. Nous, avec l'orpaillage artisanal, nous ne pouvons pas abattre 10 ou 15 arbres. Eux, avec leurs machines, ils rasent. Tout est dévasté. Alors, comment allons-nous faire pour nourrir nos familles et nos enfants? Comment vont-ils survivre? Face à l'ampleur du désastre, la ministre de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a fait interdire les activités de cette entreprise en novembre 2024. Mais en attendant, la biodiversité est gravement endommagée, l'eau impropre à la consommation et certains habitants contraints de fuir. Planète Mongabay. Et maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous vous partageons le concept d'une innovation en moins d'1 minute. Aujourd'hui, cap sur le parc national de Lobeke dans le sud-est du Cameroun. Pour lutter contre les menaces qui pèsent sur cette zone forestière classée à l'UNESCO, Delphin Djadja Dama, facilitateur communautaire à WWF, mise sur l'application Sapeli. On écoute son interview au micro de Yannick Kene et David Akana. Sapeli, c'est une application smartphone que nous utilisons avec les BACA qui leur permet de dénoncer les exploitations illégales qu'ils rencontrent au niveau de leur village et là où ils partent en forêt pour faire les activités. Quand on l'ouvre, il y a 6 paramètres de collecte de données. Il y a les données sur la faune qui sont collectées, il y a les données sur la flore, il y a les données sur le braconnage, sur les conflits homme-faune, sur les cas d'abus et sur la culture. C'est une application qui ne nécessite pas un niveau d'étude pour l'utiliser puisque c'est simplement les icônes, les photos et les schémas. Quand ils ramènent donc ces données-là, nous les utilisons, nous les analysons et nous pouvons voir où nous pouvons intervenir. Est-ce qu'il y a eu le braconnage? Est-ce qu'il y a eu l'exploitation illégale des ressources fauniques où il y a eu les cas d'abus et nous programmons les descentes sur le terrain pour résoudre ces problèmes-là. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, que faudrait-il changer pour réduire la pression sur les forêts africaines? J'ai posé la question à Samira, chargée de projet vivant à Niamey, au Niger. Pour réduire la pression sur la forêt ou bien sur les forêts africaines, il faut d'abord offrir des solutions économiques alternatives comme l'agroforesterie ou des énergies propres, selon moi. Impliquer aussi les communautés locales dans la gestion des forêts parce que c'est eux qui en ont beaucoup plus besoin, surtout la communauté rurale. Il faut éduquer aussi sur l'importance de préserver la nature, faire attention les déchets qu'on jette par-ci, par-là et tout ça là. Ça va vraiment changer la donne. C'est de vraiment donner le choix, des choix durables aux populations. Pas juste d'interdire, dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais leur montrer comment il faut faire pour préserver leur environnement. Je crois que c'est une des meilleures façons pour réduire cette pression-là sur les forêts. Impliquer les communautés locales dans la gestion des forêts. Notre interlocutrice fait ici référence à la gestion participative des ressources naturelles, un concept né en Afrique australe dans les années 80 et devenu depuis un modèle de référence en matière de conservation. Un sujet que nous aborderons probablement dans les prochains épisodes. Voilà, c'est la fin de ce 9e épisode de Planète Mongabay. Merci de votre fidélité. J'ai présenté et monté ce podcast avec les journalistes de la rédaction de Mongabay Afrique sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabay Afrique et sur toutes nos plateformes d'écoute. À bientôt!